Ils attaquent le Qatar parce que ils prétendent et ils soutiennent que le Qatar aurait influencé la personne de Karim Khan, qui était à l'époque donc le procureur de la Cour pénale internationale, pour qu'il attaque en justice, pour soutenir ses motivations à traîner Binyamin Netanyahou en justice et Yoav Gallant. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec maître Alexandre Bensoussan. Alexandre, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel. Merci d'être avec nous. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas que vous êtes juriste, avocat au sein du célèbre cabinet israélien Herzog Fuchs et Neeman. Et dans ce cabinet, vous vous spécialisez en particulier sur les requêtes liées à la Cour pénale internationale et on va dire le tribunal international de La Haye. C'est justement pour cela que nous vous avons sollicité. Il y a une demande qui a été déposée par l'association Shurat Adin, qui est une association proche de la droite israélienne qui demande tout simplement qui porte plainte contre le Qatar et contre certains services de renseignement britanniques pour avoir tenté d'influencer le procureur général Karim Khan et l'avoir poussé à accélérer la procédure afin de déposer des mandats d'arrêt contre Binyamin Netanyahou et contre l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. Alors ces mandats d'arrêt, on le sait, ils ont été déposés. Ils empêchent de facto Binyamin Netanyahou de se promener un petit peu comme il l'aurait voulu en Europe. Alors, je voudrais savoir d'abord quel peut être l'impact d'une telle démarche au sein de la Cour pénale internationale et est-ce que ça peut remettre en cause, d'une certaine manière, ces mandats d'arrêt? Alors, Daniel, nous représentons le Premier ministre Netanyahou ainsi que Yoav Gallant depuis 2024, c'est-à-dire l'émission des mandats d'arrêt. Nous le représentons à titre personnel. Nous avons été sollicités directement par le gouvernement aux côtés du bureau du procureur international, ainsi que 2 cabinets anglais. Et depuis l'émission des mandats d'arrêt et depuis, on va dire, l'établissement de notre stratégie de défense, il est clair pour tous les acteurs qui jouent autour de la défense du Premier ministre et de Yoav Gallant, son ancien ministre de la Défense, que nous ne menons pas d'attaque, nous ne structurons pas notre défense autour d'attaques qui viseraient la Cour, c'est-à-dire que vous n'avez jamais retrouvé dans la défense qui a été présentée d'attaques concernant ou d'arguments concernant l'antisémitisme potentiel de la Cour, concernant quelconque considération antisémite qui aurait poussé la Cour à attaquer Israël plutôt qu'un autre pays. Ça, c'est des choses qu'on retrouve dans le débat public. Et vous ne trouverez pas non plus d'attaque concernant l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui s'est démis temporairement de ses fonctions dû justement à plusieurs plaintes de harcèlement sexuel. Même maintenant, à votre antenne, je ne fais qu'établir factuellement, que dresser factuellement la vérité, que relater ce qui s'est passé, pas plus que ce qui est relaté dans les journaux. Pourquoi ça? Et c'est très important pour moi de le rappeler en préambule de cette discussion, parce que nous estimons depuis l'émission de ces mandats d'arrêt qu'il y a largement suffisamment de quoi faire sur le plan juridique pour pouvoir se défendre et justement que nous n'avons absolument pas besoin de se tourner vers des arguments qui peuvent s'avérer tout à fait vrais, mais qui sont des arguments externes. Maintenant, je tiens quand même, bien évidemment, à me pencher sur ce sujet qui fait la une aujourd'hui, en dissociant, bien évidemment, ce que Shurat Adin, qui est une organisation non gouvernementale israélienne, plaide aujourd'hui, et ce pourquoi ils attaquent justement le Qatar. Ils attaquent le Qatar parce qu'ils prétendent et ils soutiennent que le Qatar aurait influencé la personne de Karim Khan, qui était à l'époque donc le procureur de la Cour pénale internationale, pour qu'il attaque en justice, pour justement, on va dire, soutenir ses motivations à traîner Binyamin Netanyahou en justice et Yoav Gallant. Maintenant, pour accélérer la procédure aussi, parce que en général, ce sont des procédures qui prennent beaucoup de temps. Et là, on a vu que, on va dire relativement, la Cour pénale internationale et Karim Khan ont été relativement rapides dans leur démarche. Tout à fait. C'est-à-dire que je peux me permettre quand même ce constat sans me prononcer, on va dire, sur la plainte de Shurat Adin, ce qui est tout à fait vrai. C'est que on le voit par exemple, on sait aussi qu'un mandat d'arrêt a été émis contre Vladimir Poutine et contre Maria, donc sa chef du gouvernement, suite à la guerre en Ukraine. Ces mandats d'arrêt ont mis
3 ans, je pense, avant d'être émis, ce qui n'est absolument pas le cas en fait contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Moins d'1 an après, la Cour avait justement utilisé un stratagème qui était d'utiliser une plainte qui avait déjà été ouverte contre Israël et qui visait justement la Judée-Samarie, les territoires, pour justement prétendre qu'une plainte était déjà ouverte et qu'on pouvait utiliser ce prétexte pour ne pas redémarrer le procès depuis le début, s'engouffrer justement dans cette brèche qui avait déjà été ouverte contre Israël et émettre des mandats d'arrêt dans la foulée. Ce qui nous avait tous surpris et ce qui était à la base quand même de notre argumentaire, c'est le fait qu'Israël n'a pas été notifié par le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, avant qu'il émette ses mandats d'arrêt, et que justement il ait utilisé cette situation-là, qu'il appelait une situation de guerre, pour ne pas nous notifier, pour ne pas nous donner un temps nécessaire pour essayer de justifier notre position, ce qui a été extrêmement surprenant et ce qui fait que nous basons notre argumentation sur donc le principe de complémentarité qui fait que les cours israéliennes n'ont pas eu une chance suffisante de pouvoir prouver leur point. Donc vous avez tout à fait raison, Daniel, sur ce point de vue-là. De ce point de vue-là, c'est très surprenant. Alors comment concrètement alors, cette démarche, c'est donc une démarche d'une ONG privée, mais est-ce que concrètement, combien de temps peut prendre une démarche pour annuler ces mandats d'arrêt? Parce que disons que la guerre est terminée, disons qu'on essaye de reconstruire la bande de Gaza, ce qui n'est pas encore le cas d'ailleurs, mais c'est-à-dire combien de temps on peut, ce mandat d'arrêt risque de peser, on va dire, sur Benjamin Netanyahou et sur Yoav Gallant? Je pense que la corrélation est quand même un peu rapide, c'est-à-dire qu'en fait, de là à dire qu'on pourrait annuler ces mandats d'arrêt sur la base de cette plainte de Shurat Adin, je pense que, vous savez, il ne faut pas oublier qu'on est dans un principe en Israël de lawfare. Le lawfare, c'est la guerre du droit sur le plan international. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs conservateurs en Israël. Il y en a beaucoup. Par exemple, à l'échelle nationale, il y a Tnoa Leirut HaShilton, donc le mouvement pour la qualité gouvernementale. Il y a donc Shurat Adin. Il y a différents acteurs qui se positionnent sur l'échelon politique de manière différente. Shurat Adin est un mouvement... est un organisme non gouvernemental conservateur de droite, et par conséquent, il a compris qu'il fallait, on va dire, utiliser le droit, tout comme certaines instances l'utilisent, détracteurs en fait, contre l'État d'Israël, qu'il fallait aussi utiliser le droit comme argument, comme arme de guerre, pour pouvoir justement contrer les attaques de nos détracteurs. Alors, ces organismes-là considèrent que les cours internationales, comme la Cour pénale internationale ou la Cour de justice internationale, on le rappelle, qui avait été le théâtre d'une plainte menée par l'Afrique du Sud contre Israël, pas plus de 2 mois après les massacres du 7 octobre, ces organismes-là, donc Shurat Adin, cet organisme, considère justement qu'étant donné le biais de ces cours, qui est assez clair, étant donné les positions qu'ils ont pris depuis le 7 octobre, qui sont justement d'émettre ces mandats d'arrêt avec ces mandats d'arrêt, on le rappelle, qui ont été émis contre Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant, et par souci d'équité, qui avait aussi été émis contre Yahya Sinwar et Mohamed Daif. Oui. Ces organismes ont compris ça, et par conséquent, veulent mener aussi une guerre contre ces instances-là sur le plan international. Est-ce qu'ils... Et là est le point. Est-ce qu'ils ont véritablement pour intention d'aller jusqu'au bout? Est-ce qu'ils pensent véritablement qu'ils puissent aboutir à quelque chose? Je ne sais pas. Ma tendance, Daniel, serait de dire que je ne pense pas. C'est plutôt en revanche, sur la scène internationale, c'est un acte qui importe. C'est-à-dire qu'Israël aussi a des arguments contre ses détracteurs et montre au monde que, justement, les instances internationales ne sont pas... Elles remettent en cause la légitimité des instances internationales, et cette remise en cause-là est déjà quelque part, à leurs yeux, et en termes de lawfare, donc de combat juridique international, une victoire.
Alors, c'est effectivement très intéressant ce dossier. On va garder une question parce qu'il nous reste environ 4 petites minutes pour parler de l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, à savoir la commission électorale centrale, le rôle de la commission électorale centrale. On a appris que la directrice de cette commission, Orly Hadès, a démissionné. On ne sait pas très bien pourquoi. Il y aurait des tendances, des pressions d'une part et de d'autre. Mais c'est lié bien entendu au contexte dans lequel vont se tenir les prochaines élections en octobre prochain. Alors, je voudrais savoir quel est à quel point c'est important la commission et la composition de cette commission électorale centrale pour permettre des élections, on va dire, qui se dérouleront en fonction justement du droit, de la justice, et qu'il n'y ait pas d'irrégularité dans cette démarche, dans ce scrutin. Alors, c'est vrai que c'est tout à fait à déplorer que Madame Liadès ait décidé de démissionner, puisque c'était quand même une figure centrale de cette institution. Il faut rappeler aussi qu'elle a été sollicitée par Noam Solberg, donc le président de la le vice-président de la Cour suprême, de rester en poste. Elle a été sollicitée par Yitzhak Herzog, le président d'Israël, pour rester en poste, ce qui montre quand même l'importance de cette figure-là au sein de cette institution. Et lorsqu'on parle de ce type d'institution et qu'on parle en fait du vote en Israël, surtout du vote auquel on s'apprête à faire face, qui va être quand même un tournant, je pense, majeur pour l'État d'Israël, étant donné que déjà, c'est la première fois qu'on réussit en fait à aller au terme d'une élection, mais c'est surtout la première élection aussi qui va avoir lieu après le 7 octobre. Donc en fait, cette élection-là va faire se refléter tous les séismes et toutes les dissensions, mais aussi toutes les nouvelles prises de position du peuple israélien. Maintenant, c'est vrai justement que vu l'importance de cette élection, cela nécessite une figure clé qui était à ce poste. Et en fait, c'est un poste qui au premier abord peut paraître technique, peut paraître procédurier, mais il faut comprendre que c'est elle qui régit, on va dire, tous les bulletins, la cybersécurité, les effectifs. Et sur ses épaules repose énormément de responsabilités techniques, et de la technique, on va dire, découle la substance, c'est-à-dire assurer véritablement le bon déroulement de l'élection. C'est quelque chose dont l'issue est substantielle. Donc, c'est très important, surtout qu'en plus de ça, il faut retrouver quelqu'un qui a ses qualités, ses qualifications, alors qu'elle était en son poste expérience depuis 16 ans. Et son expérience, absolument, alors qu'elle était en poste depuis la nuit des temps. Maintenant, il faut comprendre pourquoi elle décide de démissionner. Elle décide de démissionner parce que vient une décision qui a été émise et qui comptait limiter le mandat des gens à ce poste-là. Et en fait, voyant qu'elle allait être, à un moment de sa carrière, poussée à la sortie, malgré qu'elle soit en poste depuis plus de 10 ans, il me semble. Depuis 16 ans. Depuis 16 ans. Voyant qu'elle allait être, à un moment ou à un autre, donc menée vers la porte de sortie, elle a préféré démissionner elle-même plutôt qu'on mette un terme à son mandat. Alors est-ce que ça suffit pour remettre en cause, vous dire, l'intégrité du prochain scrutin, ou non, au contraire? Je pense pas que ça suffise pour remettre en cause l'intégrité du prochain scrutin. Ça va bien sûr dépendre de la façon déjà. Il faut rappeler que selon la loi, les prochaines élections, lorsqu'il y a des élections en Israël, selon Chok Yesod HaKnesset, donc qui est la loi fondamentale, qui est considérée comme, donc c'est une loi qui fait partie du corpus constitutionnel israélien. Oui. Les élections doivent se dérouler 4 ans après les prochaines élections. Oui. Donc a priori, et justement l'opinion publique gouvernementale, l'opinion gouvernementale est encore silencieuse par rapport à ça, mais les prochaines élections sont censées se dérouler dans les 4 ans ayant suivi, donc novembre 2022. Oui. Donc par conséquent, on est censé avoir des élections en novembre. Ce qui laisse, on va dire, une plage horaire, une fenêtre qui est quand même relativement courte. Est-ce que la question va être de savoir si on va pouvoir trouver quelqu'un d'assez compétent pour pouvoir justement assurer ce poste jusqu'alors?
Bon, on le verra. On est obligé de terminer cette conversation très, très intéressante, et on peut rappeler tout de suite, ne serait-ce que le fait que le vice-président de la Cour suprême, justement, le juge Noam Solberg, dont on parle beaucoup ces derniers temps, eh bien, il est le président de la Commission électorale centrale, ce qui prouve d'une certaine manière la volonté d'essayer de faire en sorte que cette commission soit totalement impartiale et qu'elle puisse gérer un scrutin qui risque d'être, on peut le dire, mouvementé. Merci beaucoup, maître Alexandre Bensoussan, de nous avoir éclairé en particulier donc sur ce dossier de la Cour pénale internationale. Bonne journée, à bientôt Alexandre. Bonne journée à vous. Merci Daniel.